Alors, est-ce que je vous ai déjà parlé sur ma chaîne de ma toute première caméra, on va dire, professionnelle? Non, je crois pas. Alors, on va regarder ça tout de suite après l'intro. Alors oui, parce qu'on se souvient toujours de sa toute première caméra, vous voyez, celle qui franchit le pas, quoi, qui franchit le pas du monde du professionnalisme, vous voyez. C'est-à-dire que on n'est pas sur les caméscopes de papa-maman ou de son smartphone. D'un seul coup, on investit parce qu'on casse sa tirelire pour s'acheter sa vraie caméra, celle qui ressemble à une caméra de cinéma. Donc pour moi, c'est vrai que c'est différent. C'est différent parce que j'appartiens à une génération où quand on fallait se professionnaliser et qu'on avait envie d'une caméra cinéma, eh bien on était obligé de franchir le pas de l'argentique. Voilà. Parce que déjà, le numérique n'existait absolument pas, puisque le numérique a véritablement débuté fin en 99-2000. Mais on était à l'époque sur du bêta SP quand on faisait de la vidéo professionnelle, de la bêta SP, donc c'est de l'analogique, PAL, 576 lignes. Et à l'époque, il y avait la fracture où il fallait véritablement franchir le pas d'argentique si on voulait une caméra pour faire de la fiction. Sinon, ça faisait beaucoup trop vidéo. Beaucoup trop vidéo. Et il n'y avait même pas moyen d'étalonner ou de corriger pour supprimer cet effet vidéo. Donc, il fallait à tout prix passer le cap du Super 8, parce que j'ai commencé évidemment, comme beaucoup dans cette génération, par le Super 8, et je suis passé sur le 16 mm. Voilà, le 16 mm est un format c'est un peu le purgatoire avant d'arriver au paradis, qui est le 35. C'est un moyen de faire du film à l'époque pas trop cher, même si c'était très cher. Et d'acheter surtout une caméra qui n'excédait pas non plus des 1000 et des cents. Moi, ma première caméra, 1994, où j'achète la Beaulieu R16. Parce qu'évidemment, je suis dans la continuité de mes caméras Super 8, où j'étais à l'époque sur du 4008, sur du 5008, du 6008. Et ben voilà, ma continuité était sur la Beaulieu R16, qui était la caméra Beaulieu qui faisait du 16 mm. Alors je précise, uniquement du 16 mm, c'est-à-dire que on est sur une pellicule où le format d'impression est beaucoup plus réduit que le Super 16, puisque on a le choix de mettre soit une pellicule avec des perforations de chaque côté, ce qui ne sert à rien, puisqu'en fait on va entraîner qu'une seule partie de la perforation, soit d'acheter une pellicule où il n'y a qu'une seule rangée de perforation, avec de l'autre côté un espace libre éventuellement pour y coller le son optique. J'en parlerai de ça après. Et donc mon choix s'arrête sur la Beaulieu R16 où j'avais la possibilité d'avoir un magasin à l'extérieur au-dessus pour pouvoir mettre des bobines de 120 mètres, parce que sinon on est sur des flasques de 30 mètres, et 30 mètres, et bien clairement, t'en as pour combien? 2 minutes? 2 minutes 30. Voilà, voilà, avec les 120 mètres, j'avais la possibilité de au moins faire du 10-11 minutes. C'est déjà pas mal. Et ensuite, je suis parti, j'ai fait des films avec, et j'avais dessus un zoom ingénieux, puisque c'était un 12-120 mm, un zoom. Alors le R16, il a la particularité d'avoir une tourelle. C'est-à-dire qu'on peut mettre des optiques fixes, 3 optiques fixes, et c'est vrai que pour changer les optiques, plutôt qu'aller les chercher dans la valise, hop, on tourne la tourelle et on peut passer facilement d'une focale à l'autre avec un maximum de 3 focales. Et après, je suis passé sur la Reflex ST, qui était la caméra phare des années 60 pour les actualités. Voilà, si vous regardez les films d'actualité à l'époque, c'était fait avec cette caméra 16 ST, qui, faut pas oublier, était une caméra qui n'était pas sonore, qui faisait du bruit, mais tu avais entre les mains une caméra à réflexe. Voilà, c'était, on va dire, ma première caméra à réflexe que j'ai achetée en 1995 pour la modique somme de 10 000 francs, ce qui correspond aujourd'hui à 1500 euros. Oui, 1500 euros. Et cette caméra-là, pareil, avec des magasins 120 mètres, j'en avais même deux. Et un moteur qui n'était pas quartzé. C'était pas un moteur quartzé, puisque c'était un moteur que tu tournais pour faire du vari speed, où tu pouvais changer la vitesse.
Et il y avait ce qu'on appelle un petit tachymètre, qui était un petit, comme un compteur kilométrique, qui indiquait la cadence, comme ça indiquerait sur une voiture le nombre de kilomètres heure que tu es en train de rouler. Et donc tu réglais le moteur pour arriver à 24 ou à 25 images par seconde. Autant vous dire que ce n'était absolument pas quartzé et ce n'était absolument pas précis. Et surtout, la caméra faisait beaucoup de bruit, puisque en fait, si on voulait la version blimpée, ça veut dire blimpée, c'est que la caméra est totalement enrobée d'un système d'isolation acoustique, eh bien il fallait passer sur la 16BL, mais qui était à l'époque beaucoup trop cher pour moi. Et donc j'ai fait pas mal de films. Et j'achetais de la pellicule parce que la pellicule coûte cher, évidemment. Ça y est, on est loin du Super 8 et on passe sur des pellicules qui à l'époque se payaient, je crois, 1000 francs. Ça coûtait 1000 francs les 120 mètres, quoi, les 11-10 minutes, sans le développement. Développement non compris. On est loin du Kodachrome où on achetait le package pellicule plus développement. On est loin de ça. Donc j'achetais. D'ailleurs, j'ai jamais acheté de la pellicule neuve. J'ai toujours acheté de la pellicule d'occasion que je payais moitié prix, 500 francs. Donc l'équivalent aujourd'hui de peut-être 75 euros. Et c'était de la pellicule qui avait dépassé la date de péremption. Voilà, j'étais pauvre, donc j'achetais des pellicules dépassées. Et en fonction de la date de péremption, si elle était beaucoup dépassée ou très peu dépassée, eh bien on avait des surprises. On avait des surprises et c'était un peu le développement, c'était un peu le filtre Instagram un peu au hasard, puisque forcément quand une pellicule se périme, le voile augmente. Le voile, c'est le niveau des noirs. C'est un peu comme le master black augmente, se colorise. Les contrastes s'abaissent et donc voilà, ça fait un effet un peu voilé Instagram qui était très joli. Hein. Et puis si les pellicules étaient périmées de pas longtemps, très clairement il n'y avait pas grand chose de différence. Et donc je faisais ces films-là où très clairement à l'époque je n'achetais que de l'inversible. Voilà, ça me permettait de sauter une étape du négatif plus positif. Donc j'avais directement le résultat ici du développement du film natif. Voilà. Et après, j'ai essayé le négatif. Et ça a été pour moi une riche expérience puisque on essaie le négatif. Et là, on travaille vraiment, on fait attention à ce qu'on tourne. On fait 50 000 répètes parce qu'évidemment, on ne peut pas faire du tourner-répète. La pellicule coûte trop cher. Donc, on y va mollo. On fait des répétitions, on fait attention. Et on tourne. Et ensuite, on avait le négatif que le labo gardait généralement, puisque c'était tellement une perle rare, quelque chose de tellement précieux, que c'était généralement le labo qui le gardait. Et on tirait un positif, ce qu'on appelle une copie de travail. Et donc je repartais avec une copie de travail. C'était genre comme un duplicata, mais positif, issu du négatif. Et après, je montais ce film. Et évidemment, il n'y avait pas de scan, hein. Pas de scan, pas de TC droit, de télécinéma droit, pas tout ça. Donc je montais réellement le positif à la main. Et comme il fallait évidemment une table de montage que je n'avais pas, je le faisais au projecteur. Autant vous dire que c'était un peu compliqué, que les cuts étaient véritablement modestes. Voilà. Que les effets de montage étaient très modestes. Voilà. Mais je le faisais donc directement à l'aide du projecteur, quoi. Je coupais un peu au hasard et je collais avec du scotch. Et une fois que le montage était fait sur ma copie de travail, eh bien, c'est un peu comme mon proxy, quoi. Voilà, je travaillais avec un proxy. Et une fois que c'était terminé, eh bien, il fallait faire la confo. Alors, la confo se faisait généralement par le laboratoire qui, après, on donne la copie de travail montée avec tous les bouts de scotch. Il y a des repères, des key-codes, ce qu'on appelle les key-codes qui sont marqués sur le long de la pellicule. On repère les codes et on fait... le labo va faire le montage du négatif dans des salles évidemment ultra blindées, protégées, anti-poussière, anti-humidité, anti-statique, tout ce que tu veux. Et va faire les collures parfaitement propres. Et ça coûtait cher parce qu'à l'époque on facturait au plan et ça me coûtait beaucoup trop cher le cut. Je ne me rappelle même plus la gamme de prix, mais ça coûtait trop cher, je ne pouvais pas le faire. Donc je faisais moi-même la confo moi-même sur le négatif. Autant vous dire que c'était pas dans les conditions optimum, hein. Il y avait de la poussière, etc. Hein. Je le faisais moi-même avec du scotch où j'essayais de faire le coupure, les cuts, je les faisais très discrètes au scotch.
Voilà, mais je ne pouvais pas faire autrement. Et ensuite, j'envoyais ça au labo pour faire une copie d'étalonnage, une copie, je ne sais plus comment l'appeler ça, la première copie ou la copie zéro ou je sais pas quoi. Voilà, et le labo gueulait parce qu'il y avait sur le négatif plein de morceaux de scotch. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Ça gueulait, parce qu'évidemment, ils tiraient ça avec un négatif avec plein de scotch, au lieu que ça soit fait par leurs soins, avec de la colle, etc. etc. Mais bon. Et l'avantage, je dirais le seul avantage du 16 mm, c'est qu'on gardait donc cette... d'un côté, il y avait la perforation, et de l'autre côté, il y avait une piste vierge, enfin vierge, il y avait un espace qui était prévu pour mettre le son optique. Et donc l'avantage, c'est que je donnais aussi au labo, avec un repère de départ, une bande magnétique qui permettait de recopier le son sur la première copie. Et ce son s'intercalait sur cette dernière petite bande qui était restée à disposition. Au lieu d'avoir une perforation, il y avait une bande et on y collait le son optique. Voilà, bon là c'est vrai que l'avantage du son optique, c'est que ça ne se dégrade pas. Tu peux passer un champ magnétique dessus, ça ne s'altère pas, ça ne bouge pas. Alors, ça n'a pas non plus un son numérique de ouf, mais tu avais la possibilité quand même d'y mettre un son stéréo dessus. Et voilà. Et en plus, tu avais la possibilité d'avoir sur une seule galette, une seule boîte de pellicule, à la fois l'image, mais aussi le son qui était collé juste à côté. Et évidemment, c'était lisible par tous les projecteurs sonores 16 mm ou Super 16. Ça, c'est l'avantage. C'est vrai que, après, j'aurais peut-être voulu monter en grade et passer sur une caméra Super 16 où forcément la fenêtre d'impression est beaucoup plus large. Donc, on gagne en faible profondeur de champ, on gagne en netteté, puisque forcément c'est un peu comme si vous montez en résolution. Mais voilà, il aurait fallu peut-être passer sur des caméras type... il y avait l'Aton XTR, qui était très bien, une très bonne caméra que j'ai eue pendant les études. Il y avait la Koutan, dit la caméra éclair. Alors elle ressemblait vraiment pour le coup à une vraie caméra. Vraiment, j'aime bien cette caméra un peu d'épaule. Mais voilà, le truc c'est que quand on fait du Super 16, on a une tendance à utiliser plutôt ce format pour faire du scan, puisqu'on squeeze la partie son pour y mettre de l'image. Mais voilà, après, vous n'avez qu'une pellicule image, il n'y a pas de... il n'y a plus de son qui est embarqué avec la pellicule. C'était l'inconvénient. Mais c'était pour ça que ce format Super 16 était beaucoup plus utilisé pour l'utilisation avec un scan et puis un traitement derrière, analogique ou numérique, qu'importe, mais on passait sur de la vidéo après. Et d'ailleurs, les téléfilms, dans les années 2000, étaient faits principalement avec ça, c'est-à-dire qu'on tournait en Super 16, on scannait, on faisait un TC droit ou même pas, un genre d'étalonnage, vite fait, bien fait, et on mettait tout ça sur un master, un bêta num ou un bêta SP, et on faisait donc la suite en numérique ou en analogique. Sur ce format-là, la pellicule était totalement quittée. Voilà, donc j'aurai toujours souvenir de ma Beaulieu R16 et de ma caméra 16 ST qui m'ont longtemps accompagné avant que je passe définitivement au numérique. Voilà, si vous avez aussi vos propres caméras à l'époque quand vous utilisez du Super 8 ou du Super 16 ou du 16, n'hésitez pas à me les mentionner dans les commentaires, comme ça on en discutera. Pensez à vous abonner, la petite cloche, et si ça vous intéresse et que vous avez envie d'aller beaucoup plus loin sur cette chaîne, il y a la partie Misiflix où on rentre carrément dans le cœur du sujet de la technique pour ceux qui veulent vraiment travailler dans l'image. Merci, à bientôt, ciao.